Bien, donc on continue notre partie sur les amines. Euh, donc on a vu les réactions principales. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples qui vont concerner des applications qui sont bien différentes de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et une réaction que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vue, enfin je pense que vous avez dû la voir, si vous avez fait des cours de chimie, en tout cas en première année, c'est une réaction entre une amine et un aldéhyde. Donc une amine est un nucléophile, un aldéhyde c'est un électrophile, et vous avez une attaque des amines sur les aldéhydes, et ensuite c'est suivi d'une élimination d'eau, et ça vous fait une formation d'imine, c'est cette structure-là, C, double liaison N. J'ai oublié d'en parler pendant les rappels, mais je voulais pas vous noyer non plus pendant les rappels. Euh, voilà, si jamais vous ne connaissez pas cette réaction-là, ce mécanisme-là, et que ça vous inquiète, n'hésitez pas à me demander dans Discord. Cette réaction, elle est, comment dire, elle est difficilement transférable en bioconjugaison. Ça, c'est dû au fait que les imines sont très facilement hydrolysées. Donc, dans un milieu aqueux, c'est pas évident d'avoir une durée de vie de l'espèce qui est assez longue pour que ça soit utile. Mais on peut le faire quand même, et on y arrive. Et notamment en faisant ce qu'on appelle une amination réductrice. Donc vous avez la réaction ici. L'amine réagit avec l'aldéhyde pour faire cette imine. Ça, c'est une structure qui n'est pas très stable parce qu'elle est hydrolysable. Mais si vous faites une réduction, vous connaissez peut-être le NaBH4 comme agent réducteur, eh bien, vous allez réduire la double liaison en simple liaison. Okay, et vous allez créer ça. Et donc vous venez de faire une amine secondaire à partir de l'imine. C'est pour ça que cette réaction s'appelle l'amination réductrice. Donc on utilise plus souvent le NaBH3CN, qui est une espèce de pendant du NaBH4, si vous préférez, qui est un agent réducteur qui est bien adapté, ou celui-ci, le NaBH-OAC3, ou le triacétoxyborohydrure de sodium. C'est un autre réactif. En gros, ce sont des réducteurs qui sont un petit peu plus doux que le NaBH4 et qui sont plus adaptés aux structures biologiques, dirons-nous. Donc pourquoi je vous parle de cette réaction-là? Parce que elle est pas mal utilisée en ce qui concerne les sucres, les glycanes. Donc typiquement, on peut conjuguer des monosaccharides, on peut conjuguer des oligosaccharides ou même des glycoprotéines complètes par une chaîne de glycanes sur autre chose. Donc, par exemple, on peut imaginer créer un hybride entre deux protéines où une des protéines va engager une lysine et puis la deuxième, qui est une glycoprotéine, va engager un sucre. Et en utilisant cette réaction-là, vous allez être capable de lier les deux. Cette réaction, elle est aussi utilisée pour faire quelque chose que normalement, si vous avez fait de la culture cellulaire, vous connaissez. Quand on parle de fixer des cellules, voilà, vous faites une culture cellulaire, vous faites une expérience donnée, et puis ensuite vous voulez faire une observation quelconque, et vous allez fixer les cellules au formaldéhyde ou au glutaraldéhyde, c'est des choses qui sont classiques. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que le formaldéhyde ou le glutaraldéhyde vont réagir avec les lysines des protéines de cette manière-là. Alors, on ne met pas de réducteur, hein, donc pas la fin, qui est entre parenthèses, hein, qui est juste optionnel, on va dire. Mais vous allez faire des ponts comme ça, et vous allez faire des liens. Vous allez relier toutes les protéines entre elles via les lysines. Et ça va en gros figer, ça va tuer la cellule et figer la structure dans l'espace en créant un réseau, un espèce de réseau 3D polymérique. Alors, un exemple qui est assez intéressant. On va parler de test ELISA ici. Vous savez ce que c'est qu'un test ELISA, vous savez qu'il y en a plein de sortes différentes, je suppose. Bon, si jamais vous ne savez pas, vous irez voir par vous-même, hein, ce n'est pas le but de ce cours-là. Mais moi, je vais juste vous montrer ici comment est-ce qu'on peut développer des outils pour fabriquer des nouveaux tests ELISA de ce type. Alors, pour pas prendre un exemple trop bateau, donc
que les tests ELISA classiques, vous avez anticorps primaires, secondaires, etc. Là, je vais vous montrer un ELISA sandwich. Okay. Alors, avant de penser au test, on va déjà penser à faire un outil qui va nous servir pardon, à la détection. On va créer un bioconjugué enzyme-anticorps. Donc l'anticorps est ici en violet, l'enzyme est ici en vert. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est lier les deux. Pourquoi? Eh bien, l'anticorps, c'est ses propriétés fonctionnelles qui vont vous intéresser, c'est-à-dire que vous allez vous en servir pour reconnaître un antigène précis dans votre test. Et puis l'enzyme, vous allez choisir une enzyme qui, par exemple, génère un chromophore ou génère un fluorophore. Typiquement, l'enzyme la plus fréquente pour faire ce genre de choses, ce serait la HRP, horseradish peroxidase. Donc voilà ce qui se passe. On reste sur le petit schéma classique qui est ici. Vous voyez, l'enzyme. En fait, l'enzyme, c'est une glycoprotéine, ni plus ni moins. Donc cette glycoprotéine, elle a des chaînes glycaniques. On va se servir de ces chaînes glycaniques, on va les activer, et ensuite on va faire réagir ces chaînes glycaniques avec les lysines de l'anticorps, et on aura relié les deux. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Là, on passe dans le cadre ici. Donc voilà l'enzyme. Et puis cette enzyme a des chaînes glycaniques, comme on l'a dit, et donc à un moment donné, vous avez des sucres. Voilà, donc là je vous mets n'importe quel sucre pour le moment. On va voir dans la slide juste après que certains sucres peuvent être privilégiés. On a dit que les lysines pouvaient réagir avec les aldéhydes. Oui. Normalement, vous savez aussi que les sucres contiennent des aldéhydes. Oui, mais quand vos sucres sont engagés dans des chaînes glycaniques, eh bien, il n'y a pas d'ouverture, fermeture. Tout ça, ce dont je suis en train de vous parler, c'est de mutarotation. C'est sans doute un terme. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme, mais en gros, les sucres peuvent exister sous forme ouverte et présenter un aldéhyde ou une cétone, ou sous forme fermée. Et alors, dans ce cas-là, sous forme fermée, c'est cette forme-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'aldéhyde et cétone. Eh bien, quand les sucres sont engagés dans des chaînes, il n'y a pas cette forme ouverte qui est possible, et donc il n'y a pas d'aldéhyde ou de cétone. Mais on peut en générer très facilement. C'est-à-dire que si vous mettez votre enzyme dans une solution et que vous rajoutez un oxydant, qui est le NaIO4, cet oxydant va venir cliver ce genre de liaison diol ici, et générer deux aldéhydes. Et en fonction de la quantité de NaIO4 que vous allez mettre, de la concentration de NaIO4 que vous allez mettre, vous allez générer plus ou moins d'aldéhydes sur vos chaînes de sucre, et vous pouvez même être assez sélectif, on le va voir à la slide juste après. Bon, là on ne parle pas de sélectivité, on balance juste du NaIO4, et voilà, on génère des aldéhydes sur les chaînes de glycane de l'enzyme. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de rajouter notre anticorps dans le milieu, tac, et les lysines de l'anticorps vont venir attaquer les aldéhydes qu'on vient de générer, et pouf, vous avez fait votre imine. Oui, mais là, vous êtes en train de faire un outil moléculaire que vous voudrez bien pouvoir utiliser dans le temps et stocker. Donc plutôt que de laisser une imine qui va vite s'hydrolyser, on va rajouter l'agent réducteur dont j'ai parlé tout à l'heure, le NaBH3CN, ici, ok, et donc on va réduire cette double liaison en liaison simple. Voilà, comme ça on a fait un bioconjugué entre l'enzyme et l'anticorps, mais la liaison covalente qu'on a créée est très très stable, je dirais pratiquement indestructible. Okay, si votre molécule se dégrade, ça ne sera pas à cet endroit-là. Voilà comment on peut faire pour générer le type de chimère moléculaire dont on parle. Donc là, enzyme anticorps, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être protéine ADN, par exemple, dans certains cas d'application.
Alors, cette oxydation au NiO4, c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler. C'est un oxydant qui est doux, il est facilement soluble dans l'eau, et selon la concentration qu'on met, on peut être plus ou moins spécifique. Euh, J'espère que vous connaissez les acides sialiques, qui sont des sucres à 9 carbone, qui se retrouvent en position terminale des chaînes de glycane, généralement. Alors, si jamais vous ne les connaissez pas, c'est pas très grave, mais dans ce cas-là, pareil, vous me poserez la question, puis on en discutera ensemble. Euh, mais sachez que, eh bien, si on met une concentration de NiO4 relativement faible, eh bien, on va générer des aldéhydes, mais seulement sur les acides sialiques. Alors pourquoi ça peut être un avantage? Eh bien, un glycane, c'est une chaîne, ok? Et puis au bout, il y a un acide sialique, mais au milieu, pratiquement jamais. Donc si jamais vous pouvez faire ça, ça veut dire que vous contrôlez le fait que vous générez des aldéhydes exactement tout au bout des positions terminales. Bon, par contre, des acides sialiques, il y en a moins qu'il y a d'autres sucres, forcément. Donc si jamais ça, c'est pas assez pour vous ou que ça vous convient pas, vous pouvez monter aussi la concentration en NiO4 et là, vous allez générer des aldéhydes, comme on l'a vu la slide précédente, aussi sur des sucres internes, par exemple des mannoses. Okay, des mannoses qui ont ici une forme 6 du diol, et donc ça va réagir et vous allez faire ça. Ok, donc tout ça pour vous dire qu'on peut facilement contrôler euh, la quantité et la spécificité des aldéhydes qu'on va générer. Bien, maintenant qu'on a fait notre petit outil enzyme anticorps, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on en fait un test. En plaque, donc là vous avez un puits, ok? Alors, on commence par faire quoi? Bien, on va fonctionnaliser le fond du puits, par exemple par des fonctions amines, et puis ensuite on va venir fixer l'anticorps dessus. Ok, par des fonctions ester de NHS, et puis on va venir fixer l'anticorps dessus. L'anticorps tout seul. Hein. C'est pas forcément comme ça que c'est fait, d'ailleurs les anticorps peuvent être fixés sur des surfaces plastiques aussi, juste par adsorption. Mais ça, c'est quand même moins bien, moins efficace. Même si c'est la méthode que les gens ont tendance à adopter la plus facilement parce qu'elle ne demande pas de travail. Mais le problème, c'est qu'elle ne donne pas des résultats très, très fiables ni très reproductibles. Donc il vaut mieux utiliser les méthodes que nous, on a mentionnées avant dans le cours et créer des vraies liaisons covalentes entre les anticorps et la surface que de faire une adsorption toute simple. Enfin, peu importe la méthode, on a donc fixé l'anticorps à la surface du puits. On va balancer le sérum de patient dans le puits. Et il va se passer quelque chose si l'antigène est là. Si l'antigène est là, il va venir se fixer à l'anticorps. Si l'antigène n'est pas là, évidemment, il n'y a rien qui se fixe à l'anticorps. On enlève le milieu, on rince, et deuxième étape, on va balancer dans notre puits une solution de notre outil à enzyme anticorps. Alors ça peut être le même anticorps hein, que en haut et en bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Si jamais l'antigène est présent dans le puits, eh bien l'anticorps va venir se fixer là-dessus. Si jamais l'antigène n'est pas présent dans le puits, l'anticorps va rester en solution. On enlève le liquide du puits, on rince plusieurs fois, etc. Et donc, si ça reste dans le puits, c'est bien qu'il y a l'antigène dans le puits. Sinon, avec les rinçages, tout part. Dans une troisième étape, on va rajouter dans le puits le substrat de l'enzyme. Et il s'avère que ce substrat, il est incolore, mais que s'il est mangé par l'enzyme, il est transformé en quelque chose qui lui est coloré. Alors ça peut être de la fluorescence, comme vous en avez un exemple ici, ou ça peut être simplement quelque chose qui va absorber dans le visible de manière classique, par absorbance. Voilà, ça peut être un chromophore, on peut faire de la colorimétrie, la densité optique avec les HRP, ce genre de choses, peu importe. Okay, il y a plein de méthodes possibles. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre substrat qui est incolore, s'il devient coloré, c'est que l'enzyme est dans le puits. Si l'enzyme est dans le puits, c'est que l'antigène est dans le puits.
Donc là, vous avez créé une plaque, un outil de test ELISA où ça, c'est un résultat positif, et puis ça, c'est un résultat négatif. Ok. Et en plus de ça, c'est pas on-off, bien sûr, c'est aussi quantifiable. Vous pouvez faire des droits d'étalonnage, etc., etc. Donc là, vous avez un exemple en fluorescence, là, vous avez un exemple en colorimétrie. De ce genre de choses. Je vous mets quand même une structure chimique pour vous donner un exemple. Si vous prenez une peroxydase en présence de peroxyde d'hydrogène H2O2, ça c'est typiquement un substrat qu'on peut utiliser dans ce genre de cas. Le TMB, tétraméthylbenzidine, évidemment retenez pas cette structure, ça n'a aucun intérêt. C'est même pas une molécule naturelle, d'accord, mais c'est une molécule qui est reconnue par les peroxydases, parce que les peroxydases sont des enzymes d'oxydoréduction qui vont oxyder cette structure-là et qui vont faire des quinones avec, et ça génère un système conjugué comme ça qui est coloré. Alors évidemment, comme j'ai rajouté la structure après avoir fait ces slides, ça c'est bleu, d'accord, c'est pas vert. Bon, dans cet exemple-là, peu importe. Donc voilà un exemple qui regroupe un petit peu plein de choses, puisque on peut utiliser les méthodes de bioconjugaison pour fixer un anticorps sur une surface, on peut utiliser les méthodes de bioconjugaison pour lier deux biomolécules entre elles, etc. etc. Autre exemple d'application qui peut être intéressant, c'est pour les vaccins. Alors les stratégies pour les vaccins, il y en a énormément de différentes. Il y a plein de types de vaccins différents. Bon. Ce dont je vais vous parler ici, c'est juste un exemple qui permet d'illustrer encore l'utilité de la bioconjugaison. Simplement parce que on arrive parfois à faire des vaccins dans le sens où on arrive à identifier des antigènes qui sont reconnus par les anticorps. Mais le problème, c'est qu'ils ne génèrent pas de réponse assez forte du système immunitaire. Et ce qu'on a tendance à faire dans ce cas-là, c'est que on va utiliser une entité, une autre biomolécule, mais qui ne vient pas forcément de l'organisme contre lequel vous développez le vaccin, mais qui vient d'autre chose, mais qui a des propriétés immunogènes, c'est-à-dire des propriétés qui vont stimuler le système immunitaire. Typiquement, les exemples les plus courants, c'est des toxines de diphtérie ou de tétanos, par exemple. Donc on va faire des bioconjugués polysaccharides, protéines. Sauf que la partie polysaccharide va venir de l'organisme contre lequel vous voulez développer le vaccin. Et puis la protéine, c'est un outil qui sert à stimuler le système immunitaire. Bon, alors après, moi, je ne suis pas du tout immunologiste, donc je ne prétends pas vous faire un cours sur le système immunitaire. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Vous avez un petit schéma très simplifié ici, où votre antigène va être reconnu par une IgG. Les lymphocytes B vont passer l'info aux lymphocytes T, qui vont les restimuler, etc. Et ça va permettre de générer en plus grande quantité tous ces anticorps-là qui vont être libérés dans le plasma. Donc ce genre de vaccins qui contiennent des bioconjugués polysaccharides protéines, sur le marché, vous avez typiquement pas mal de virus contre la grippe qui sont comme ça. Les virus contre les pneumonies à streptocoque, méningite, Neisseria meningitidis, etc., etc. Bon, dernier point pour les amines, enfin dernière réaction, on va dire, c'est celle-là. Bon, je vous la présente quand même, je suis sûr qu'elle ne vous intéressera pas, mais enfin, si vous avez 3 minutes, écoutez quand même ce que je vais dire là. C'est les chlorures de sulfonyle. Vous avez ça, je vous ai déjà montré un chlorure de sulfonyle au premier cours sur le chlorure de benzyle. Bon, c'est un électrophile, les amines sont capables de réagir avec, très bien.
et vous générez des sulfonamides qui sont des structures très stables. Bon, pourquoi je vous présente ça? Sachez que c'est pas du tout une réaction qui est bien facilement compatible avec le vivant ou avec les biomolécules, parce que ça génère du HCl comme sous-produit et que c'est pas idéal. Mais je vous la montre juste parce que même si c'est une très vieille réaction, elle peut être mise à profit parfois. Il y a certains cas dans lesquels c'est pas la peine d'aller chercher des réactions trop sophistiquées comme celles qu'on a vues avant, et où ça suffit d'utiliser des réactifs simples. Et surtout, la raison pour laquelle vous pourriez avoir envie de faire ça, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Ce qui peut être un facteur important, hein, mine de rien, soit dans l'industrie, soit dans les laboratoires de recherche. Vu l'état de la recherche publique française, surtout dans les laboratoires de recherche. Le désavantage de cette réaction-là, c'est que c'est pas vraiment spécifique, c'est-à-dire que ça réagit principalement avec les amines dans les conditions où on va se placer, mais enfin ça peut réagir aussi avec les cystéines et avec d'autres groupements comme les OH des tyrosines par exemple. Donc c'est moins spécifique que les réactions qu'on a vues jusqu'ici, mais ça peut être utilisé dans certains cas, pourquoi pas. Je vous mets un exemple de fluorophore chlorure de sulfonyle qui est commercial, c'est celui-là. L'histamine rhodamine B, il peut être utilisé dans certains cas. Et je vous mets l'argument, alors là je vous mets pas de science sur celui-là, mais regardez juste le prix. Là vous avez le coût de ce fluorophore. Donc regardez bien, 179 € chez un des fournisseurs de produits chimiques les plus utilisés par tous les laboratoires de biologie. Donc 179 € pour 1 gramme. Alors je ne sais pas si ça vous paraît cher, mais en fait non, hein. Même pour un laboratoire de recherche, un réactif, ce prix c'est pas cher. Pour 1 gramme c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, on va regarder chez le même fournisseur le prix de certains autres fluorophores. Alors vous n'allez pas encore comprendre tous ces noms-là puisqu'on ne les a pas tous vus. DBCO par exemple, on va le voir dans le prochain chapitre du cours. Mais regardez un peu les coûts que vous avez ici. Vous avez du 150 €, mais cette fois c'est pour 1 mg. Ça veut dire que ce fluorophore-là est 1000 fois plus cher. Bon, tous les fluorophores que je vous ai mis dans cette liste-là sont à peu près du même acabit. Donc, quand vous avez des linkers qui sont assez à la mode, modernes et un peu sophistiqués, les fluorophores coûtent beaucoup plus cher. Et si vous avez donc besoin d'un fluorophore en faible quantité, ça peut ne pas poser de problème. Mais imaginez que vous ayez vraiment besoin de produire dans votre projet 1 ou 2 grammes de fluorophore. Imaginez le prix que ça vous coûterait. 1 ou 2 grammes d'outils moléculaires fluorescents en utilisant ces fluorophores. Imaginez le prix que ça vous coûterait ici. Donc je vous laisse multiplier 150 par 1000. Donc voilà, c'est le genre de considération auquel on ne pense pas toujours, mais qui peut aussi parfois diriger les solutions que vous allez prendre, soit en recherche, soit en développement. Voilà, donc le chapitre sur les ligations avec les amines est terminé. Donc on fera la prochaine fois, on va attaquer le cours sur la chimie bioorthogonale, mais avant ça, on fera une autre petite partie pour en terminer avec la bioconjugaison classique.